Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, nous passons au scalpel Le Vourdalac. Premier long métrage du réalisateur français Adrien Beau, distribué par The Jokers Film, produit par les Cimes du Bal et Master Movies et mettant en scène Casey Motet-Klein et Ariane Labed, dans un conte gothique inspiré de la nouvelle La famille du Vourdalac, écrite par Alexeï Tolstoï aux alentours des années 1840. Le Vourdalac prend place au début des années 1800, où le jeune marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Orphée, après s'être perdu dans la forêt, trouve refuge auprès d'une famille de plus en plus terrifiée par le retour du patriarche de la dite famille, qui revient tout juste de la guerre, changé et assoiffé de sang. Mes enfants, je pars. Attendez-moi 6 jours. Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde, je revenais après ces 6 jours révolus. Les choses du tombeau se doivent d'y rester. Je vous ordonne d'oublier que j'étais votre père et de ne point me laisser entrer, car alors je ne serai plus qu'un maudit Vourdalac. En effet, le patriarche, Gorcha, à son départ, avait annoncé que s'il ne revenait pas après 6 jours, c'était qu'il était tombé au combat. Mais que s'il revenait, il ne serait qu'un maudit Vourdalac. Un Vourdalac, qu'est-ce que c'est ? Le Vourdalac est une créature vampirique apparue 13 ans avant le Dracula de Bram Stoker lorsque la nouvelle de Tolstoï fut éditée en 1884. Mais comme évoqué avant, la nouvelle fut écrite au moins 40 ans avant sa publication, faisant du Vourdalac une des premières créatures de type vampire du monde de l'imaginaire, encore en gestation à l'époque. Et elle présente son vampire comme une créature totalement différente de ce à quoi ressemblera l'archétype du vampire instauré par Dracula en 1897. Ici, pas de château, pas de cape, pas de créature qui craint le soleil, mais plutôt un homme simple et pauvre, faisant du Vourdalac une superstition populaire et de la vie quotidienne. Pour adapter la nouvelle sur grand écran, Adrien Beau décide de s'inspirer des films expressionnistes allemands, comme Nosferatu de Murnau, et de sa passion pour les arts plastiques, en faisant du Vourdalac une marionnette créée de toutes pièces pour les besoins du film, qui évolue au milieu d'acteurs bien vivants. Une proposition forte et audacieuse dans le monde du cinéma horrifique français, et pour en faire la critique, nous sommes en présence ce soir de Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut, mais par contre, moi je pensais qu'on allait faire le film de Taylor Swift, alors je suis un peu surprise. Désolé. je sais qui t'a demandé ça, je sais qu'on a des gens qui nous ont demandé de le faire. T'as été forcé, ils se reconnaîtront. Non, pas de Taylor Swift ce soir. Désolé les Swifties. Dario du podcast Plan Plan. Hello. Et Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Et moi-même, Romain, du bistrot sur Filmo. Alors, le Vourdalac, Mathieu, est-ce que toi, tu as été séduit par la proposition ? Alors oui, mais j'ai pas été séduit immédiatement. C'est-à-dire que quand il y a un film de genre français qui arrive et qu'il y a une petite communication qui commence à se mettre en place, généralement je vais le voir parce que je pense comme beaucoup de personnes, je suis encore en attente du moment où enfin un film de genre français cartonnera dans les salles et donnera un petit peu le feu vert pour d'autres productions de ce type. Et du coup, quand j'ai commencé à entendre un petit peu parler du Vourdalac, les critiques étaient plutôt les avis en tout cas étaient assez positifs, mais voilà, à titre personnel, je suis pas forcément un grand fan des histoires de vampires. C'est une créature fantastique qui a été très peut-être même trop souvent traitée au cinéma, et actuellement on est dans une période où en fait il est pratiquement absent des écrans, même si voilà, on a parlé du dernier voyage de Déméter il y a quelques semaines, mais bon, ça c'est un film qui était dans les tiroirs depuis un petit moment, et voilà, le vampire c'est pas forcément, encore une fois, une créature très présente actuellement dans les salles, et même si c'est pas non plus une créature que j'apprécie particulièrement, enfin je suis beaucoup plus fantôme, voilà, ce genre de truc. J'étais quand même assez curieux de le voir. Du coup, quand j'ai vu le Vourdalac, les premières minutes, je me suis dit oula, c'est un petit peu ce que je redoutais, dans le sens où les dialogues sont très, peut-être pas artificiels, mais très ampoulés, ça sonne très théâtral. Et donc passé ces premières minutes, on s'y fait assez rapidement, et même on se rend compte que en fait c'est parfaitement logique, parce que le film est un film historique, comme disait Romain, et du coup c'est parfaitement normal en fait qu'il s'exprime dans une espèce de français un peu soutenu, quoi. Et deuxième point positif aussi, c'est que la plupart des films de genre français souffrent d'un manque de budget cruel, et là le budget n'est pas non plus démentiel, mais par contre il y a quelqu'un en fait qui a un œil très clairement, parce que dès le premier plan du film, la photo, je
la trouve vraiment, vraiment très très belle. Alors le film, je crois, il tourne en Super 16. Super 16. Ouais. Et il y a des petits jeux de lumière qui sont assez impressionnants en fait. Et voilà, le premier plan, on a quelqu'un qui arrive devant une porte, qui pleut des cordes et puis il demande asile, quoi. Et en fait, l'éclair vient, enfin les éclairs de l'orage viennent découper la silhouette, enfin en tout cas l'ombre de la personne qui demande asile sur la porte derrière laquelle une personne lui refuse. Et en fait, voilà, il y a pas mal de plans comme ça qui sont assez beaux esthétiquement, mais vraiment le moment où le film m'a eu, c'est encore une fois avec ce que disait Romain, enfin la créature qui aurait pu être un truc absolument dégueulasse en image de synthèse, mal fait, ou un acteur avec des prothèses sur la tronche, mais là c'est une marionnette. Et vraiment, c'est encore une fois, c'est à ce moment-là que le film m'a eu, parce que le réalisateur en fait a une telle confiance dans ce qu'il fait, dans cette marionnette pour la faire exister à l'écran, qu'on oublie très rapidement que c'en est une. Alors, il y a peut-être 30 secondes, une minute, on se dit oula, est-ce que le truc il va tenir sur la longueur? Et après ce temps-là, en fait, on oublie complètement. Et il y a aussi, je pense, beaucoup de crédit à mettre sur la personne qui double la marionnette, qui a une voix assez. Ils sont trois. C'est Adrien Beau, c'est le réalisateur. Ah bah d'accord, très bien. Et je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Et dernière chose, il y a quelques petits plans, alors je dirais pas forcément gore, mais un petit peu plus sanglant que la moyenne. Enfin, en tout cas, je m'attendais pas à ce que ça saigne autant pour un premier film qui sur le papier a l'air très 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 sage. Et voilà, je trouve que c'est un film qui est à la fois très classique parce que ça reste une histoire de vampire, mais original parce que c'est pas le vampire tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit ou qu'on l'imagine. Et en plus, il y a des petits trucs qui font que le film a de toute façon un manque de budget cruel, mais trouve d'autres solutions pour pallier à ça. Et en fait, à l'arrivée, trouve des choses à l'écran qui sont assez intéressantes et même, enfin, en tout cas pour ma part, assez fascinantes, quoi. Donc voilà, faut pas se laisser avoir par le début du film, très clairement. Le côté un peu théâtral, on s'y fait très vite, et encore une fois, c'est quelque chose qui est logique dans le film, de par à quel moment il se déroule. Et je suis assez curieux de voir ce que le réalisateur fera après, quoi. Merci Mathieu. Alors en effet, le Vourdalak est animé par Adrien Beau, qui est à la voix aussi du personnage et qui est aidé à l'animation par Loelia Hérissé et parfois Franck Limon du Parc Meur, qui mérite d'être cité parce qu'en effet, c'est un sacré taf d'animer une marionnette comme ça. C'est en plus la star du film, comme tu l'as dit, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, et que ça mérite en plus son clin d'œil à une époque où on a tendance souvent à utiliser des CGI pour ce genre de créatures. Merci pour ton avis, ça démarre bien, en tout cas pour le Vourdalak. Est-ce que de ton côté, Lily, tu as été séduite par la proposition ? Moi, j'ai un peu de mal à juger le film parce qu'on est clairement pas sur un Lily Movie, c'est très très loin de mon univers. Mais je trouve que c'est une jolie curiosité, même si esthétiquement, contrairement à Mathieu, moi je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas. Je trouve par exemple que le décor de la forêt, il sent vraiment la France, quoi, pas la Serbie, parce que c'est censé se passer en Serbie. Moi, je me crois un peu dans la forêt à Ebersviller en Moselle, chez moi. Voilà. Il y a des petits défauts techniques aussi. Je comprends pas ce filtre par moment. Notamment quand le voyageur, du coup, celui qui demande l'asile, quand il voit pour la première fois la grande sœur de la famille et qu'il a un coup de foudre pour elle, il y a une espèce d'halo flou un peu féerique sur les contours de l'image. Je vois l'idée, mais je trouve que le rendu est bizarre en fait parce que ça survient d'un coup sans raison apparente. Et par moment, je sais pas, la caméra, elle fait un genre de mise au point ou de balance des blancs automatiques par moment. Je sais pas, Dario, si t'as vu ça, toi t'es plus technique. Je pense que c'est le focus, ouais, qui en fait, juste pour te couper, à mon avis, si on parle de la même chose, c'est quand le focus se fait, le champ change un tout petit peu. Ouais. Bah moi ça m'a perturbé. En fait, on appelle ça du focus breathing normalement, mais ça vient de l'objectif. Ouais, puis aussi, je trouve que les costumes, la sœur, elle a une robe, elle fait plus babos que slave, quoi. Vous savez, il y a des motifs ronds comme ça, là, très très hippie, New Age. Mais cependant, là où je rejoins Mathieu, je trouve que ça donne un charme fait maison assez poétique à l'ensemble. Et moi, j'y vois un peu de Jean Rollin. Voilà. Et pour moi, c'est un compliment. Voilà, moi j'aime bien Jeannot, donc ça me plaît. Donc je vois des défauts, mais dans le fond, il y a un côté charme fait maison que j'aime bien chez Rollin, donc pourquoi pas chez Adrien Beau, voilà. Et puis comme Mathieu, j'ai apprécié les effets gore. La gorge déchiquetée à la fin, je la trouve vraiment pas mal. Puis alors il y a un truc que j'ai adoré,
il y a un rituel avec un œuf cassé dans un bol. Et ça m'a fait penser au Robin des Bois avec Kevin Costner, où on a la même scène. Et c'est un truc qui m'avait vraiment marqué visuellement petite. Donc ça m'a plu de le voir reproduit là. Parce que le film est plein de petites références que je trouve plutôt bienvenues d'ailleurs, notamment à Nosferatu. Mais comme vous tous, je trouve que la vraie réussite du film, c'est le Vourdalak en lui-même. Je trouve que c'est une super idée, cette marionnette, même si c'est déstabilisant au début. Et en plus, je trouve que ça renforce un peu l'aspect comédie de l'ensemble, parce qu'il y a un côté comédie. Voilà, le personnage est un peu ridicule, il y a un côté théâtre comique. Et ce qui est particulier, alors peut-être que ça vient de la nouvelle de Tolstoï, je sais pas, je l'ai pas lu, c'est que c'est une sorte de vampire, mais il a pas de canine rétractable. Je trouve que c'est un choix intéressant, parce qu'avec ses dents en avant, ses yeux creusés et sa peau grise, il ressemble davantage à la mort qui vient s'abattre sur cette famille qu'à un vampire. J'y vois peut-être d'ailleurs une métaphore de l'inceste qui vient peut-être de la nouvelle, je sais pas. Il y a eu quelques petits changements entre la nouvelle et le résultat à l'écran. C'est que le personnage fort en fait de la nouvelle, c'était le aristocrate en fait qui vient dans la maison pour demander asile. Alors que là en fait c'est limite une victime quoi. Il est peureux, il est un peu effacé. Il subit. Il subit quoi. Il subit tout du long. Et dans le bouquin c'était les femmes en fait qui étaient les victimes. Or là dans le film en fait ça s'inverse complètement. C'est vraiment la femme, enfin la bohémienne entre guillemets qui mène la danse quoi. Et il y a une espèce de petit discours aussi sur le patriarcat dans le film, parce qu'en vrai tous les hommes sont intégralement tous des connards, que ça soit le père de famille qui abandonne complètement son gosse pour aller chercher son père, dont il sait au fond de lui que de toute façon son père est mort et que à la place qu'il va ramener c'est juste un Vourdalak quoi. Et même le héros entre guillemets au début il est présenté comme très effacé, très peureux, très en retrait, et à un moment donné, je dirais pas lequel, mais il se permet une espèce de petite réflexion où là on se dit oula tiens qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois. Et du coup il y a aussi un moment où le personnage principal confond un des enfants du Vourdalak avec une femme avant de s'apercevoir que c'est un homme, et ce gars-là en fait sera une des futures victimes un petit peu plus tard dans l'histoire. Et je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose, enfin il y a une espèce de volonté de tordre un petit peu certains trucs de la nouvelle pour la faire correspondre à ce qu'il avait peut-être un peu plus envie de dire par rapport par rapport à un film de 2023, enfin voilà. Après il y a aussi une petite distorsion des codes du vampire avec le fait de pas mettre de canine. Alors après, moi personnellement, quand je regarde un film de vampire, je veux voir des canines se planter dans la chair. Alors c'est propre au Vourdalak de pas avoir de canine pour le coup. Ah d'accord, ok, c'est dans la nouvelle, d'accord. C'est la créature, ouais. D'accord. La créature, comme je l'avais dit dans l'intro, en fait, elle est comme ça de base. Hein. C'est plus une sorte de zombie qui se nourrit au soleil, d'ailleurs, hein, qui n'a pas besoin d'être. Oui, c'est un genre de comment ça s'appelle ? C'est les prémices du vampire. Il y a une légende indienne. Wendigo. Ouais, ça ressemble un peu à Wendigo quelque part. Il y a un peu de ça, en effet. Il y a un peu de ça. Voilà. Mais du coup, moi, j'avais une attente. Quand je regarde un film de vampire, la morsure du vampire, c'est un truc très sensoriel pour moi. J'y suis profondément attachée. Là, je l'ai pas, donc. Mais c'est très subjectif. Et on n'est pas sur le propos du désir et de la séduction, comme dans le film de vampire traditionnel. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, en fait. Après, mon gros bémol vis-à-vis du Vourdalak, c'est qu'il a beau durer 1h28, je l'ai trouvé interminable. Parce que, alors le vampire attaque finalement assez tard dans le récit. Et entre-temps, comme Mathieu l'a dit, j'ai noté le même mot, empoulé. On a surtout des scènes de dialogue très empoulées. Et du coup, moi, ça me laisse un peu en dehors. Parce que j'ai l'impression de regarder une captation filmée d'un spectacle mis en scène par Daniel Mesguich. Ce qui est un compliment aussi, d'ailleurs, parce que Mesguich est un grand metteur en scène de théâtre. Mais moi, ça a tendance à me sortir du film. Cela dit, comme Mathieu, j'ai vu un film avec une vraie patte d'auteur, d'un artiste qui a un univers assez marqué, qui a un œil. Et je me réjouis de savoir qu'il y a une place pour ces films dans les salles de cinéma, en fait. Mais est-ce que se réjouir que ces films existent, c'est pas un peu la facilité chauvine que les Français ont de dire c'est français donc ça passe, alors que au fond le film, comme tu l'as dit, il est pas non plus si foufou que ça. Après, il y a un public pour ce genre de choses. Tu vois, il y avait un public pour les trucs de Jean Rollin. Donc oui. Oui, je tiens quand même à souligner que t'as rajouté, tu dis du Vourdalak que ça ressemble du Jean Rollin, en mode c'est un compliment à un film qui veut faire du Murnau. Moi, ça, bon, voilà, je trouve ça très drôle.
Mais en effet, il y a du Jean Rollin, totalement. Surtout dans les 10 premières minutes quand il se balade dans la forêt, moi j'ai aussi vu le genre de film que sort Le Chat qui fume sans arrêt, c'est les Arof, le cinéma d'exploitation français où ça se passe toujours dans la forêt, tu sais pas pourquoi. Ça coûte pas cher. Oui. C'est ça. Tourné en plein milieu de la Dordogne, je sais pas, ça me fait penser à ça. Et dont les titres, les titres du générique en fait sont écrits en lettres rouges et la personne se balade toujours dans la forêt avec une espèce de brume, une ambiance un peu cotonneuse, un peu. Et du coup, ça fait très années 70. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est que j'ai l'impression de voir une espèce d'anomalie fait par un auteur qui aurait sorti son film avec 50 ans de retard, quoi. Et je vois en fait tous les défauts, je vois tout ce qui va pas, je vois le côté très théâtral, mais encore une fois, je trouve ça cohérent avec le parcours du metteur en scène, quoi. C'est un mec qui vient du théâtre aussi, enfin qui a fait du théâtre, et le fait qu'on retrouve ça en fait dans son film, en plus dans un film historique, moi ça me gêne pas plus que ça, même si encore une fois je peux concevoir qu'on puisse rester complètement en dehors du truc, mais voilà, aux personnes qui découvriraient le film, je leur conseille vraiment d'insister pendant un bon quart d'heure. Si après un quart d'heure ils y arrivent pas, bon bah voilà, tant pis, mais pour ma part, enfin j'ai complètement lâché j'ai mis tous mes doutes au placard, passé un bon quart d'heure, quoi. En vrai, le final vaut le détour, vraiment. Je suis d'accord. Je garde mon avis pour plus tard, perso, mais je suis plutôt d'accord là-dessus, et je suis plutôt d'accord avec toi, Mathieu, que le début ressemble à un film d'horreur français des années 70, qui fait un peu plaisir, surtout que la pellicule Super 16, c'est un petit kiff, en vrai, hein, ce petit grain de péloche qui manque beaucoup ces temps-ci. Là-dessus, GG. Ouais, le plan, en fait, où la bohémienne est dans la forêt en train de chanter ou de danser ou quoi, elle se fait épier par le personnage principal, je me suis dit, putain, mais merci, quoi, enfin un plan où la lumière est belle, où le cadre est beau, où il y a des vraies couleurs aussi, putain, ça aussi, ça fait plaisir, parce que les films d'horreur désaturés où le vert est gris, le bleu est gris, le rouge est gris, j'en ai le cul, quoi. Et là, non, là, le rouge, il est rouge, le bleu, il est bleu, le vert, il est vert. Peut-être ta télé qui est mal réglée, hein, sinon. C'est ça, dommage que ça dure 3 plans. En parlant de défauts et de saturation, de dark, de ce qui est sombre, Dario, qu'as-tu pensé du film? Dis-nous tout. Alors, c'est une belle introduction, déjà, je te remercie. À ton service. J'avoue que moi, j'ai pas été séduit par le film, pas plus que ça. Il y a des choses que je respecte, en tout cas dans le film, déjà la volonté d'avoir mis une marionnette, même si, honnêtement, je pense que s'ils avaient eu le budget pour faire le Vourdalak en image de synthèse, le film serait mieux parce qu'ils auraient eu plus de budget. Je pense que c'est aussi une économie de moyens que de faire le Vourdalak en marionnette qui est quand même très très bien faite, et je trouve que la prestation du réal en tant que voix du Vourdalak, elle est vraiment vraiment cool. Je trouve que c'est ça le vrai point fort du film, comme tout le monde l'a souligné déjà, et on va tous le ressouligner avant la fin de ce podcast. Mais en vrai, je trouve que techniquement, moi je suis pas ça me parle pas, en fait, ce côté Super 16. Là, je trouve que ça fait vraiment téléfilm que je regardais quand j'étais gamin à la télé. Je trouve pas ça très beau, le film, je l'ai pas trouvé très joli. Les interprétations me posent problème également, les interprétations des acteurs, parce que typiquement, la deuxième fois qu'on voit Zdenka, du coup, la fille du Vourdalak, elle fait une espèce de danse en parlant, en fait, où elle récite ce passage de la nouvelle où il dit si je reviens, je ne serai qu'un Vourdalak. Et elle a une espèce de posture un peu de danseuse dans la lumière et tout. Je trouve ça trop baroque, trop endimanché. J'y crois absolument pas. Et la façon dont l'actrice elle donne les répliques, en fait, moi j'y crois pas, mais parce que ça se veut un peu d'époque, mais je sais pas, je trouve que ça fonctionne pas. Et du coup, ça se ressent. Je trouve que le film a quand même pas mal de problèmes qui sont un peu des problèmes de premier film. Du coup, c'est son premier long métrage au réalisateur, on est d'accord? Oui, c'est son premier long métrage. Et je trouve qu'en termes de rythme, notamment le début, c'est pour ça que Mathieu dit essaye de tenir quand même 15 minutes, parce que vraiment les 15 premières minutes, c'est du plan trépied, du plan fixe, des longs plans, des plans larges dans la forêt. Je pense qu'on peut avoir un petit peu plus d'ambition que ça en termes de cadrage et de composition de plans. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plan qui se démarque du film. À part la marionnette, j'ai pas grand chose de positif à dire sur le film, j'avoue. Désolé de foutre une ambiance de merde. Non, t'inquiète pas. Est-ce que, je rebondis, je te relance sur d'autres pistes, bien sûr. T'as l'air en pleine introspection. Est-ce que ce qui t'aurait pas un peu saoulé par hasard, c'est que par instant t'as des fulgurances lyriques ampoulées, comme on disait tout à l'heure, et que ça retombe à plat directement pour du jeu très classique juste ensuite? Bah ouais, en fait j'ai l'impression que les acteurs ils jouent pas tous dans le même film. Typiquement le père, là, le grand frère, pas le Vourdalak, mais son premier fils.
Lui, il joue plus dans un film français de base, en mode je donne mes répliques un peu à l'ancienne, mais ça va un peu. Il est un peu bourru, quoi. Et typiquement, Zdenka, c'est des envolées lyriques. Le Marquis aussi, mais bon, le Marquis, ça peut être excusé, alors qu'en vrai, Zdenka, c'est une pécore, hein, tu vois, elle vit dans la forêt, hein, la meuf. Donc je comprends pas trop. Je pense, c'est de la théorie pure, hein. Adrien, si tu nous écoutes, n'hésite pas à intervenir par mail, tu peux même nous insulter pour la critique si tu veux. Désolé, Adrien. Qu'il y a vraiment une tentative de création d'un univers propre au film, un espace qui est créé que par la caméra et par ce qu'il a voulu faire, à la manière dont un Wes Anderson aura son propre univers tout le long du film avec ses propres codes et tout. Grosse comparaison et pour que les gens captent directement ce que je veux dire. Et en effet, peut-être que pour un premier film, c'était vachement ambitieux, sans dire que c'est nul d'avoir de l'ambition, hein. Loin de là, hein. Il y a une tentative là-dessus, respect. Mais en effet, premier film, première expérience de long métrage, petit budget, j'ai trouvé 2 100 000 de budget sur le net. Cette information, je suis pas sûr qu'elle soit vraie. Okay. Je le dis tout de suite, voilà, mais de toute façon, ça se voit que c'est pas un lourd budget. Je vois plein de bonnes intentions et je pense que c'est ça en fait qu'a foiré, c'est que l'univers du film ne prend pas. T'as le cul entre deux chaises, entre des fulgurances de limite, ça sort de la nouvelle, tu vois, c'est très lyrique, ça récite des longs pavés, et d'un coup tu as cette énergie de téléfilm tourné en Dordogne TF1 qui s'installe. Enfin, je réagis à ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on a ressenti la même chose en fait, pour ça que je ouais carrément, mais même en fait en termes de fulgurance, moi j'en ai pas vu en fait, au-delà de la performance de la marionnette qui pour le coup thématiquement est hyper intéressante parce que ça représente un cadavre et une marionnette c'est un objet, donc je vois un peu le fond du truc, mais j'ai pas vu de fulgurance de réalisation du tout, hein. Et je me dis est-ce que c'est parce que le réal il était dans la marionnette et que du coup il est forcément un peu limité, tu vois, mais et c'est pas une fulgurance de réalisation, c'est des fulgurances de cadrage, c'est-à-dire que le film s'ouvre sur un plan que je trouve génial, d'une discussion filmée dans le noir avec l'éclair qui éclaire le personnage derrière. Ah, j'ai détesté le premier plan. Écoute, bon, t'es un connard après. Mais non, mais en fait, je trouve que c'est un peu une erreur en termes de composition d'exclure le personnage principal du premier plan, même si je sens bien que ça veut faire des références, genre typiquement Indiana Jones c'était pareil, on le voyait jamais vraiment avant les 10 premières minutes. Et là, en fait, le film s'ouvre sur une porte en bois avec de la pluie, il y a un random qui parle et qui dit bah non, vous pouvez pas passer, machin. Et je trouve ce plan c'est pas un plan d'introduction de film pour moi du tout. Et je trouve que ça aurait été plus intéressant de pas voir le mec qui refuse en fait, plutôt que de pas voir le marquis, parce que le plan d'après on le voit, donc je comprends pas ce qu'il essaye d'accomplir avec ce plan là en fait. Je pense que c'est pour garder un peu de mystère. Ouais. Moi, je trouve que c'est pour instaurer une espèce de petit doute qui, de fait, part très rapidement sur qui est cette personne. Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est le méchant? Est-ce que c'est le héros? Est-ce que voilà, tu vois? Parce que encore une fois, on ne fait que deviner sa silhouette quand il y a des éclairs. Et en fait, ça crée quelque chose de potentiellement menaçant, même si la personne n'arrive pas à rentrer dans la maison. Et cette menace est désamorcée tout de suite dans le plan suivant. Où là, en fait, on voit le marquis en question. On s'aperçoit qu'il est absolument inoffensif, quoi. Donc je pense en fait c'est juste ça, c'est juste une espèce de petite un petit jeu, je pense. Un petit jeu, ouais. C'est ça, voilà. Après, en fait, pour moi, le défaut, c'est que le film ne se remet jamais de ce plan, dans le sens où c'est celui qui a la meilleure idée de lumière de tout le film, avec cet éclair qui éclaire les contours du personnage. Et après, t'arrives en Dordogne. T'arrives sur des champs contre champs, des plus basiques. Et pire encore, Dario, tu veux peut-être continuer donc Non, vas-y, je t'en prie. D'accord, désolé, je veux pas piquer ton moment, mais de toute façon, je suis parti pour compléter ta critique parce que j'ai pas aimé aussi. Le truc des films dont il s'inspire, Adrien Beau, le cinéma expressionniste allemand, Nosferatu, Murnau, tout ça, le décor a toujours une place super importante et souvent mis en valeur par l'image. Une fois que tu sors de la forêt et que t'arrives dans cette grande baraque des années 1800, là, c'est jamais vraiment mis en valeur, tu sais jamais vraiment où tu es dans l'espace, tu as des bougies partout, mais pourtant c'est suréclairé, donc elles ont aucun rôle, ce qui est un peu dommage d'un point de vue éclairage, je trouve. Et ça m'a un peu frustré, et ça donne justement cette espèce de téléfilm très plat au film, avec de temps en temps 2-3 plans qui pètent. Je pense notamment aux 2-3 plans du repas, qui sont vachement bien composés, avec l'arrivée de la marionnette, etc., qui pour moi, la séquence du film qui, je pense, va prendre tout le monde.
mais c'est vachement frustrant d'avoir ces moments cool qui sont que sporadiquement mis dans un film. Au final, bah voilà, c'est plat. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est très dommage. Avec, comme l'a dit Lily tout à l'heure, 10 minutes à la fin, un peu gore, un peu crado, où ça se réveille un peu, et c'est cool. Très sympa. Mais je vous comprends pas quand vous dites que la photo est magnifique. Pour moi, c'est un raté du film. Je suis d'accord. Moi, je trouve pas la photo magnifique. On a parlé des couleurs, on parlait. C'est vrai que c'est chouette de voir un film de genre un peu plus coloré, mais par contre, moi, je trouve que le vert de la forêt, il bave quoi. Il est presque fluo quoi. Ouais. Je trouve pas je trouve qu'il y a des très bonnes idées dans la photo et qu'il y a un petit charme au film, mais je trouve pas qu'elle soit excellente non plus quoi. C'est ça. Puis il y a plein d'idées qui sont pas explorées et qui m'ont un peu frustré. Donc en effet, le patriarcat qui est représenté par le Vordalac, le rapport du coup des nobles avec les pauvres. Tout ça, c'est intéressant, et pourtant, en fait, on fait que les effleurer, et comme tu l'as dit, en 1h30, on ressent le temps. Et le Vordalac, il est là 4-5 fois, il doit avoir 5 minutes de screen time au total, et c'est hyper frustrant. C'est pas assez pour parce que c'est la star du film. Et pourtant, les films de vampires, c'est souvent ça, en fait. Bien sûr. Les trucs genre Dracula, Nosferatu, c'est beaucoup de mise en place, beaucoup de blabla pendant un bon premier tiers, je dirais, et c'est seulement après que ça se précipite. Mais là, en fait, le premier tiers, tu le ressens vraiment, quoi. C'est ça le défaut. Oui. Alors, tu as raison, mais les films qui font ça, souvent, ils ont quand même de quoi manger à côté. C'est ça. Que tu te fais pas chier, quoi. C'est ça. Et là, c'est très dommage parce que du coup, t'as ce côté lyrique, t'as tout ça, et je suis sûr que c'est ce qui va filtrer une bonne partie du public. Je m'entends, et j'en ai ras le cul de dire ça à chaque fois qu'on parle d'un film de genre français. C'est c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Les Français, on aime bien, on soutient. J'en ai marre, en fait. The Jokers, c'est spécialiste de ça. Je les adore, hein, évidemment. Pas de soucis si vous m'écoutez, les gars. Mais depuis, dès qu'ils font un truc qui touche au genre, ils tentent de faire un truc que personne n'a vu avant, qui mélange les genres, etc. C'est sympa. On a eu, du coup, le Vordalac, qui est pour moi pas très bon, comme vous l'avez capté. L'année dernière, on a quand même eu L'Année du Requin, qui est un mélange entre Les Dents de la Mer et un film, une comédie française avec Cadmerade et Marina Foïs. Tout ça. Il y a eu Teddy aussi, avant. Les mêmes réalisateurs, il me semble. Oui. Un film de loup-garou un peu comédique aussi. On mélange tout le temps les genres en France, et ça commence un peu à me faire chier parce qu'on n'a jamais vraiment ce vrai film qui va fédérer et faire dire putain quel film d'horreur qui tue. Alors Adrien Baud n'a pas voulu faire un film d'horreur entièrement, puisqu'il y a de la comédie, comme tu l'as dit, Lily, etc. Mais je m'en trouve face à ça, et je me dis, tout ce potentiel qui est jeté à la poubelle pour 3-4 séquences d'acteurs qui vont faire des dialogues old school des années 1800, dans la forêt, comme si l'ambition avait disparu à droite à gauche, alors que le mec, il était plein de bonne volonté de base. Et laisse aussi, du coup, au casting, comment dire, le casting porte ce qu'ils peuvent sur leurs épaules, notamment Casey, qui est au personnage principal du coup de Noble, qui a une scoliose à la fin du film parce qu'il a tout porté sur ses épaules, le con. Mais c'est pas assez. En vrai, je trouve ça vachement dommage de se dire toutes les 10 minutes « Ah mais c'est bien ça !» et ça redescend d'un coup, et tu te réfléchis pendant 10 minutes. Alors que quand t'as vraiment l'aspect horrifique à la fin, que ça y est, il y a plusieurs Vordalac, il y a du sang, ça mort et tout, putain, enfin, le film sort les crocs, et c'est vraiment pas mal. Moi je trouve pas, hein. Tout le monde dit que la séquence de fin c'est bien et tout, moi je trouve que c'est chiant, et c'est vu et revu 1000 fois. Enfin, oui, le cinéma français, le cinéma de genre français, mais c'est bien aussi d'avoir des idées qu'on n'a jamais vues avant ou différemment. Que là, c'est classique, y a rien mais de c'est nouveau mieux que ce qu'il y a avant. Mais c'est pas une question de nouveauté, c'est une question de, c'est mieux qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, ça bouge, ça mord, il y a du sang, t'as des résolutions, voilà. Je vois totalement l'ambition. J'ai peur qu'elle soit prise pour de la prétention par une partie du public à cause de tout ça, malheureusement. Et je pense que Adrien a clairement un œil et un univers à lui, mais je peux pas m'empêcher de penser que à cause de tous ces défauts de premier film, ces défauts de rythme, ces moments un peu lunaires, son éclairage un peu raté, ça aurait été vachement intéressant de le faire en fait plus tard avec plus d'expérience sous le capot, sans diminuer la carrière d'Adrien Baud, qui a quand même un bon CV, quoi. Mais du coup, ça lance un autre débat, c'est est-ce que faut attendre d'être prêt pour se lancer, quitte à attendre longtemps, ou foncer dans le tas, même si tu sais que t'as pas forcément l'expérience pour faire ton projet. Mais je vais faire une comparaison avec un autre film du même genre qui s'appelle The Witch. J'étais en train d'y penser. J'étais complètement en train d'y penser. Qui fait exactement ce genre de choses, qui balance le spectateur dans un univers propre à lui. Ça parle un vieux anglais dégueulasse de campagnard. C'est un premier film aussi. C'est des décors d'époque. C'est vraiment fait dans... C'est le même esprit, hein, vraiment. La menace n'est pas la même, mais on se comprend. The Witch, c'est beau, quoi. C'est nul, The Witch. Qui est pas le cas du Vordalac, je trouve.
Non, mais, Ouais, mais la là photographie, encore, elle est belle. c'est ultra subjectif. Oui, c'est vrai. Parce que moi, Ah oui, enfin, évidemment. à titre perso, je connais des personnes qui s'emmerdent royalement devant The Witch. Et moi, à titre perso, j'ai adoré le film, quoi. Comme j'ai peut-être pas adoré The Vourdalak, mais j'ai beaucoup aimé cette proposition. J'ai pas aimé The Witch, et en effet, c'est subjectif. C'est pour ça que c'est un débat, et c'est en aucun cas une critique que je fais de manière Mais véhémente en disant... la grosse différence, c'est que The Witch se fera clairement moins défoncé par des spectateurs ou quoi, parce que c'est pas un film français. Dès qu'un film de genre en France arrive et en plus se passe plusieurs décennies, voire plusieurs siècles en arrière, avec un parler un peu un poulet, tout ça, forcément, il y a des personnes qui vont tirer à boulet rouge sur le truc sans même lui donner ne serait-ce que le début d'une chance, quoi. Et alors moi c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que le film, malgré tout, malgré son classicisme et tout ça, le manque de budget et compagnie, tente quand même des choses. Il les réussit ou il les réussit pas, mais je pense que, étant donné qu'il y a déjà eu des films similaires qui ont été portés au nu par les critiques, il faut pas d'entrée de jeu en fait le fracasser, quoi. Surtout, c'est un premier film, c'est un film fragile, c'est un film qui a très peu de budget, donc j'encouragerais en fait les gens à aller se faire vraiment leur propre avis, pour ne serait-ce que le réalisateur puisse en faire un second derrière, tu vois le truc. Oui, mais évidemment, il progressera pas sans ça de toute façon. La comparaison avec The Witch, elle est intéressante au-delà du fait que ça se passe dans la forêt et qu'il y a juste une famille en personnage, parce que The Witch, c'est le premier film de Robert Eggers et il coûtait 4 millions de dollars, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que je les compare. Il y a beaucoup de similitudes. Le truc, c'est aussi que visuellement, le film de Eggers pousse le machin à fond. Ouais, là c'est notre ambition visuelle. Ouais, voilà. Mais du coup, t'as vraiment une baffe visuelle et chaque plan, en fait, est composé d'une manière à te captiver. Là où beaucoup d'enchaînements de plans du Vourdalak sont des plans très classiques que t'as déjà vu 1000 fois ailleurs, et du coup, ton attention peut très vite baisser. Et c'est le défaut. Par contre, je suis totalement d'accord avec Mathieu. Le film va malheureusement se faire défoncer. D'ailleurs, il se fait déjà défoncer. Quand j'ai annoncé qu'on allait faire le film sur Twitter, t'as 2-3 mecs, nous suivez même pas, mais comme d'hab, des mecs qui vont juste dire, vu l'affiche, ça se voit que c'est de la merde, voilà. Malheureusement, le public français déteste le cinéma de genre français. Ouais. Voilà, c'est le cliché. Il y a une bataille de toute façon qui est menée sur tous les fronts par les cinéphiles pour dire que non, il y a des choses qui tuent en France. Que le Vourdalak, en effet, va se faire déchiqueter vivant, j'en suis sûr, par tous les gens qui n'iront pas le voir, parce que c'est comme ça. C'est un pays de connards, et c'est un pays de réalisateurs kamikazes qui ne veulent pas faire de films d'horreur basiques. C'est-à-dire que on n'a pas eu de films d'horreur pur et dur, classiques, type un slasher, un film de zombies et tout, depuis des années, là où à chaque fois on a un truc qui touche un peu à ce genre, mais qui va mélanger ça avec d'autres genres pour pas être totalement dans la norme, tu vois. Ouais. Je respecte ce côté kamikaze, vraiment, de tout envoyer péter, de vouloir briser tous les codes, et voilà. Un jour, je suis sûr, il y a un film qui va sortir de nulle part et qui va vraiment tout péter. On l'a pas eu, bon voilà, récemment, il y a eu Brocéliande. oui. Mais attends, Bloody Mallory, en fait. Bloody Mallory, on l'a eu. On a eu La Horde de Yannick Dahan, quand même, voilà. Il y a eu Titan. C'est différent, c'est pas la même ambition. Bah pour le coup, Titan, il mélange deux genres en même temps aussi, hein. Ouais, mais c'est pas les mêmes ambitions. Tu peux pas avoir la même ambition pour un Titan que pour un Brocéliande ou un Bloody Mallory, ça n'a rien à voir. Oui, et puis il y a une différence aussi qui est fondamentale entre Titan et des petits films de genre qui sortent au compte-gouttes, c'est que Titan, en fait, il y avait quand même une tête d'affiche, il y avait Vincent Lindon. Et Vincent Lindon, en fait, je suis persuadé qu'il y a des personnes qui sont allées voir ce film parce que Vincent Lindon. Oui. Là où en fait, quand t'as une grosse tête d'affiche qui est dans un film d'horreur, généralement la tête d'affiche en question ne sait pas comment jouer le rôle en question. Je caricature un peu, mais quand tu vas voir un film avec Fabrice Lucchini, tu vas voir du Lucchini. Quand tu vas voir un film avec Vincent Lindon, tu vas voir du Vincent Lindon. Voilà. Et quand ces acteurs en fait se retrouvent dans un film d'horreur ou de genre ou quoi, généralement ils sont pas forcément très très bien dirigés, quoi. Je me rappelle, c'était Lucchini qui tournait avec je crois Bruno Dumont. Qui est en panique totale parce que justement Dumont en fait le sortait un petit peu de sa zone de confort, et le film a été pourtant un succès, quoi. Et le truc, c'est que on a assez peu de têtes d'affiche en fait dans des films d'horreur français, des films de genre français plus largement, parce que généralement les acteurs en fait ont un petit peu peur de tourner dans ce truc là. En plus, c'est pas forcément des films qui sont produits tous les 4 matins, et le public aussi a bien compris que généralement ça joue relativement mal dans ces films. Or il y a aussi des films qui n'ont pas de tête d'affiche et qui ont aussi un
casting inédit, enfin neuf, ce qui est le cas du Vourdalac. Je connaissais absolument aucun des acteurs et des actrices dans le film. Et à titre personnel, je préfère infiniment voir des têtes que je ne connais pas plutôt qu'un acteur qui vient s'emmerder dans un film auquel il ne comprend rien et qui sera de toute façon très mal dirigé par une personne avec qui il s'est pas forcément entendu. Titane étant une exception parce que je porte très clairement pas du tout Vincent Lindon dans mon cœur, mais je reconnais quand même que quand il est bien dirigé, c'est un très bon acteur. Humainement, c'est autre chose. Mais du coup, voilà, j'espère en tout cas que des accidents, des heureux accidents faits comme Titane, il y en aura d'autres. Bien sûr. Mais je pense que c'est ce genre d'accident en fait ne pourra se reproduire que quand le public en fait ira voir un petit peu ailleurs et soutiendra des films même imparfaits comme Le Vourdalac. Mais ça c'est un peu facile de dire ça, que ça finira par arriver, mais là je sais pas, Grave c'était il y a combien de temps? Grave c'était censé être le renouveau du cinéma de genre, tu vois. Bien sûr, mais ça fait 30 ans que je l'entends ce discours. Ça fait 30 ans que gna gna gna, machin, un coup c'est Alexandre Aja, un coup c'est... Et tout le monde se casse aux États-Unis. Oui, tout le monde se casse aux États-Unis, un coup c'est Maury Bustillo, tu vois, enfin il y a toujours, un coup c'est Pascal Logier, enfin bref, il y a toujours quelqu'un en fait qui est censé relancer le truc, mais le fait est que juste ça ne décolle pas, ça ne prend pas. Et t'as beau avoir fait le Pacte des loups derrière, il se passe pas grand-chose. T'as beau avoir une Palme d'Or, il se passe pas grand-chose. C'est pas suffisant en fait. Tant qu'il y aura des producteurs frileux ou des acteurs en roue libre dans des films en fait dirigés par des personnes qui n'y connaissent rien, ce qui n'est pas le cas de l'auteur du Vourdalac, enfin, en tout cas je pense, ça ne bougera pas quoi. Et il faut se débarrasser, je pense, pour que le public vienne de cette image de film français. C'est ça. Je pense qu'il faudrait presque berner le public dans un film français en le vendant comme un film américain, dans l'esthétique, dans l'affiche. Oui. Dans le trailer, dans tout ça. Mais c'est bien pour ça que des mecs comme Alexandre Aja et Pascal Logier tournent avec des acteurs américains, tu vois. Quand Logier avait fait The Secret, je me rappelle qu'il avait fait une bande-annonce où il disait voilà, cette bande-annonce, donc le film est avec Jessica Biel, cette bande-annonce ne montre que la première partie du film. Donc le film fonctionne via une espèce de twist, vous n'en saurez rien. Allez voir le film pour connaître en fait la suite de l'histoire, mais ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est uniquement les 20 premières minutes, quoi, grosso modo. Et en vrai, ça avait fonctionné parce que le film avait fait beaucoup plus d'entrées que ce que on aurait pu parier à la base, quoi. Et le pire, c'est que les gens vont se dire waouh, un Frenchie à Hollywood, faut aller soutenir, etc. Tu vois. C'est complètement con quand tu prends un peu de recul. Bien sûr. Voilà. Pascal Logier, quand il a fait Martyr, tout le monde en a parlé à l'époque parce que la censure, gna machin, enfin c'était un immense bordel. Et suite à la sortie du film, il a reçu 0 proposition de scénario en France, alors que des propositions qui venaient des États-Unis, il y en avait des tonnes et des tonnes, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas, juste t'abandonnes, t'en as marre, t'en as plein le cul, tu vas aux États-Unis, quoi. Je comprends totalement d'un côté. Ouais. Vas-y, Lily. Mais est-ce que le genre français doit vraiment courir après la reconnaissance critique et publique? Voilà. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que d'un côté, je pense que les auteurs aimeraient de toute façon avoir un public, avoir des salles remplies, et voilà. Mais d'un autre côté, il y a ce truc de sale gosse de dire moi, je fais des films un petit peu pour la marge, machin, tout ça. Donc si mon film il a pas de succès, bon c'est pas très grave parce qu'il aura du succès plus tard et ça sera un film culte et gna tu vois. Et mais certes, mais ce serait bien qu'il y ait une espèce d'entre-deux, quoi. Oui, non, mais je dis pas le contraire, mais à l'époque d'Eurociné, il y avait quand même un truc qui était certes un délire d'initié, mais il y avait quand même un petit star system à part. Il y avait des stars de ces petits films d'exploitation français, hein, Françoise Blanchard par exemple, qui pour moi est un des plus beaux êtres que la Terre ait porté, mais c'est un autre débat. Et est-ce que avoir un petit huis clos et une reconnaissance dans sa niche, c'est déjà pas un bon début en fait? Est-ce qu'on est plus capable de refaire ça comme il y a un peu toujours aux États-Unis? Je pense au film Murder Size, qui est un truc totalement indépendant, petite prod, et qui connaît son tout petit succès d'estime, tu vois. Mais pourquoi pas? Elle a placé Murder Size. Je suis choquée là, je suis choquée. Là, elle m'a achevé. Le mic drop de malade. Et tu as raison. D'ailleurs, enfin, je vais dire un mot que j'aime pas, mais les auteurs horrifiques ont commencé comme ça, tu vois. Là. Mais en vrai, c'est des petites communautés de fans qui ont tout fait bouger de base. Mais en vrai, quand t'as ton petit circuit indépendant, t'es aussi beaucoup plus libre artistiquement. Bien sûr. Alors, mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas un machin qui fera un carton, rien ne bougera derrière, quoi. Et on est condamné en fait à avoir des auteurs galérés pour faire quelque chose qui en vrai se ferait en un claquement de doigts. Mais je pense que même si quelque chose fait un carton, en France, on voit l'horreur comme un sous-genre, donc dans tous
les cas, ça ne changera rien. En fait, il fera un carton, les gens seront contents et ça repartira de plus belle, quoi. Ouais, faudrait qu'il y ait un réalisateur hyper connu français qui fait pas de l'horreur, mais qui a déjà fédéré Cannes ou toutes ces conneries avec des films qui a eu des récompenses, fasse un film d'horreur tout d'un coup. Quentin Dupieux. Dupieux, on a déjà fait un petit peu Rubber. Ouais. Tu vois, voilà. Je vise même un peu plus haut que ça, tu vois. Ouais, parce que là, c'est quand même... c'est pas visé. Ouais. Non. Il faudrait vraiment qu'un gros réal ou qu'une grosse réalisatrice d'ailleurs, pourquoi pas, le fasse et force en fait tous ces gens qui voient en l'horreur un sous-genre pour gros débiles à aller voir le film et à enfin le reconnaître comme un vrai genre. C'est un combat qui est mené depuis des années. Ouais, mais ils diront que c'est pas de l'horreur, c'est ce qui arrive tout le temps. Ils diront c'est un thriller horrifique. C'est un thriller Oui, psychologique. évidemment, voilà, la phrase qui me terrifie, de toute façon, ça c'est le fameux thriller psychologique quand on veut pas dire que c'est de l'horreur. Les gens qui ont aimé La Nuée, par exemple, ont dit c'est pas de l'horreur, tu vois. Enfin, et toujours c'est la même histoire. Quand un film d'horreur arrive enfin à percer, à avoir une reconnaissance, un prix, on dit ah non mais là c'est pas pareil. Ah bah oui. Là c'est pas un film d'horreur. Tout ce qui se passe toujours. Ah mais grave, Titane, on trouve des termes de psychopathe pour en parler. Puis il y a un truc qu'on n'a pas encore évoqué, puis parce que c'est un sujet qui est assez épineux, assez vaste, c'est le financement aussi de ces films-là, parce que je sais pas où ça en est actuellement, mais pendant très longtemps, les chaînes de télé étaient majoritaires en fait dans le financement de beaucoup de films, et si du coup en fait le film n'était pas éligible à passer une heure d'écoute suffisamment proche du prime time, le film en fait n'était pas forcément financé, quoi. Donc une grosse chaîne de télé va pas forcément mettre de l'argent dans un truc qui passera à 1h du matin parce que le truc il est interdit moins de 16 ans, quoi. Enfin, d'un côté, je le comprends parfaitement, mais il y a tout un système de production et tout un mode de pensée, je pense, qui est à revoir, peut-être pas intégralement, mais en tout cas en partie, en France, si on veut que les choses bougent enfin, quoi. Plus loin même, avant qu'on passe à l'avis de Mylène, quand même, qui doit nous donner ses critiques avant la fin de l'épisode, il y a le mode de distribution à repenser. On avait cette comparaison USA-France, mais aux USA, c'est 1000 fois plus grand, il y a 100 fois plus de salles de cinéma, il y a 100 services de streaming différents qui fonctionnent à balle pour les films d'horreur. Pas Shadows, pardon, mais... Shudder, merci. Il y en a plein. Chiller aussi. Enfin, des moyens de montrer les films, ne serait-ce qu'en festival aussi. D'ailleurs, ils ont 43 000 festivals horrifiques qui tuent leur mère tout le temps. En France, nous, c'est divisé par 1000. Oui. Ça. Bon, il y a Shadows. Shadows propose des courts-métrages de jeunes auteurs. Pour moi, il y a 2 gros acteurs actuels qui d'ailleurs sont en partenariat. Voilà, c'est Shadows qui vraiment fait un gros effort sur la distribution même de courts-métrages et de longs-métrages horrifiques. Et à côté, depuis 1 an ou 2, ESC Distribution nous ramène en France des films qui ne seraient jamais passés au cinéma en France avant. Je pense à The Sadness, je pense à Terrifier 2, je pense à Skinamarink, tout ça. Je pense qu'on est au début de quelque chose. Cependant, on va revenir sur le Vourdalac. J'ai checké un peu, c'est compliqué. Passer un film dans une salle, dans un multiplex, etc., c'est quand même chaud. Mais ces films-là, s'ils sont pas visibles, et même s'ils sont un peu snobés, c'est que les gens, de toute façon, ne les voient pas parce qu'ils ne peuvent pas les voir. C'est ça qui est... c'est ça. Là, il va être diffusé dans 15 salles à Paris et 0 en province. Hein. Ça va être comme ça. Hein. Apparemment, il passe pas à Lyon. On m'a dit qu'il passait pas à Lyon, en tout cas. Il passe pas à Lyon. J'ai des contacts en Corse qui m'a dit... Enfin, Doumé, d'ailleurs, qui se reconnaîtra, qui m'a dit je voudrais le voir, mais il passe pas près de chez moi. Enfin... C'est très compliqué aussi d'aller montrer ça à des gens qui sont pas à Paris, et là-dessus il y a un mode de pensée à refaire qui est de laisser tomber Paris une bonne fois pour toutes. Mais c'est un débat plus compliqué, plus long que ça. Là, c'est vraiment, on est en surface et l'épisode va durer 3 heures si on continue là-dedans, quoi. Mais ça, c'est vrai qu'on en revient de toute façon, que ça soit ça ou, par exemple, ne serait-ce que le sujet des séances presse qui ne se passe qu'à Paris, il y a quand même un gros souci de diffusion là-dessus, quoi. Oui, et tu me fais penser, gros merci à The Jokers, gros merci à Paul et à Julie qui nous ont permis de voir le film. Déjà, nous ont mis dans la boucle pour la projection presse, pour faire l'épisode. Et qui nous ont permis de voir le film de chez nous avec un screener. C'est un petit geste, mais c'est le feu, donc gros merci à vous. C'est pour ça que l'épisode il sort aussi 2 jours après la sortie du film en salle. Donc voilà, j'en profite pour les remercier, j'ai oublié de le faire dans l'introduction. Voilà. Mylène, pour finir quand même, qu'est-ce que tu as pensé du Vourdalac ? Alors, moi j'étais pas ultra chaud au début parce que je suis pas très fan des films de vampires et surtout quand ils ont des froufrous, c'était un peu compliqué. Les premières minutes, quand j'ai écouté le phrasé, comme Mathieu, comme Lily, je me suis dit oh là là, mais je suis devant quoi ? Et surtout, au niveau de l'ambiance, ça m'a beaucoup fait penser à un flashback de la série Highlander.
Et à un moment donné, je J'adore. me suis dit, Ça fait série télé. Franck Dubosc va arriver, j'avoue, je vais rien comprendre et en fait, je vais bugger. Donc voilà, j'ai un peu lutté au début et en fait, dès que la marionnette est arrivée, donc là, je rejoins encore l'avis général, là, ça m'a totalement happé. En fait, j'ai trouvé que dès le moment où le père revient, il y a vraiment une ambiance glaçante qui en fait gèle toute la famille, le spectateur, le huis clos, c'est assez impressionnant et je l'ai trouvé complètement fascinante. Justement, Lily, elle parlait du fait qu'on n'avait pas donc ses dents de vampire, mais moi, ces dents complètement en plus des fois décalées par rapport à la synchro, bah du coup au niveau de sa voix, ouais, c'est un peu, et bah du coup ça m'a fasciné. Son espèce de dentier m'a fait bugger durant tout le film et en fait j'arrêtais pas de bugger sur les plans quand il commence à presque même manger la chair et encore une fois bah du coup c'est un mix entre oui, pour moi c'était même presque carrément un zombie. Franchement, j'y ai vu un peu comme dans le film Le Mort-Vivant où on a comme ça ce jeune homme qui revient du combat et qui est transformé, qui revient chez ses parents mais qui est devenu un zombie. Là, mais vraiment moi j'ai vu la même chose. Sauf que c'était vraiment, il y avait un aspect un peu fable, un peu conte. D'ailleurs, ce rapport qu'il a avec l'enfant juste avant de, je vais pas spoiler. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé ça complètement fascinant. J'ai trouvé que l'emprise qu'il avait sur sa famille était vraiment bien jouée. Et en fait, au début, je me suis dit, le huis clos va jamais marcher sur moi. Je vais complètement me déconcentrer parce que pour le coup, j'ai pas du tout aimé la photo. J'avais vraiment du mal avec la photo. Et en fait, petit à petit, grâce à justement la fascination que j'avais pour ce vampire, pour cette marionnette, et ben je suis rentrée dans le film. Et j'ai trouvé qu'en fait, ça marchait très très bien. Et il m'a même fait penser au film Vige dans son espèce de huis clos un peu fantastique. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Parce que ça m'a vraiment fait penser à cette ambiance-là. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah du coup, je suis vraiment rentrée dans le film. J'ai vraiment kiffé. Effectivement, les acteurs sont pas tous sur le même level. Il y a des grands moments où, encore une fois, les phrasés ont failli me perdre. Mais moi, personnellement, vers la fin, quand on a comme ça ce grand final, je trouve que c'était très efficace. Je trouve que, en fait, l'espèce de toxicité du père qui va se projeter en fait sur toute cette descendance, du coup par un biais un peu fantastique, et ben ça marche super bien. Et même s'il y a des moments où voilà, il y avait des petites fulgurances de forts médiévales qui sont revenues dans le film et j'ai failli péter un câble, et ben globalement je l'ai trouvé plutôt cool. Et moi je suis très cliente de ces films d'horreur qui préfèrent encore une fois laisser en fait la FX et faire des marionnettes qui sont vraiment en fait d'un esthétisme encore une fois de presque d'un conte, presque d'un Babadook et je trouve ça assez fascinant. Pour moi ça marche bien. T'as prononcé le mot conte et je trouve en fait c'est vraiment ce qui résume le truc, c'est-à-dire que on est dans un truc, on est dans une espèce de rêverie presque, d'où l'atmosphère un peu cotonneuse et d'où aussi les moments un peu bizarres quoi, les moments enfin comme tu disais un petit peu théâtraux avec un phrasé un peu en poulet ou quoi. Moi ils m'ont surpris mais ils m'ont pas gêné parce que pour moi c'était juste des bizarreries qui pouvaient parfaitement arriver parce que de toute façon je regardais une histoire qui n'est pas vraie en fait, enfin qui est juste un conte fantastique quoi. C'est ça que moi j'aurais aimé en fait, c'est que ce soit vraiment poussé encore plus loin, ce côté fantastique, conte, totalement délirant. T'as mis le doigt sur ce qui me dérange en fait. Quand je disais pas assez, c'est ça. Pas assez fantastique, pas assez conte gothique. Trop téléfilm. Merci Mylène pour ton opinion. Du coup, visiblement le Vourdalak, c'est un bof oui avec encouragement du conseiller de classe. Et ça faut le souligner en tout cas. C'est pas non plus une note dégueulasse pour un premier film, faut être honnête, même si on est deux à pas avoir aimé, quand même bravo d'avoir sorti ça, bravo Jokers. Encore merci de nous avoir permis d'en parler aussitôt, ça fait plaisir d'être dans la boucle. Pas d'avis d'auditeur aujourd'hui, puisque du coup le film n'est pas encore sorti quand on enregistre cet épisode, donc pardon les auditeurs, si vous voulez nous en parler sur le Discord de Jumpscare, n'hésitez pas, on sera là pour en parler, en débattre, etc. Parce que vous avez vu qu'il y avait un vrai débat qui s'est lancé autour du cinéma de genre en France. Du coup par contre on va faire un petit point actualité, puisqu'il y a pas mal d'actualités pour l'équipe. Mathieu, t'as sorti une vidéo récemment il me semble. Oula oui, j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo sur le western italien. Je me suis donné pour consigne de ne jamais prononcer les mots spaghetti, enfin western spaghetti, parce que c'est un terme que je n'aime pas. Et surtout aussi d'éviter tout ce qui était grand classique du style, enfin tous les films de Sergio Leone en fait. Donc voilà, c'est 40 ou 45 minutes je crois sur les autres grands classiques du western italien. Donc si vous aimez le western, vous devriez kiffer je pense. Si vous n'aimez pas le western, allez voir parce que justement la vidéo était faite pour vous. Et ce qui est marrant, c'est que depuis quelques jours, j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui je pense ont passé la cinquantaine voire même la soixantaine. Donc c'est des pavés que je me reçois où la ponctuation est totalement inexistante.
où toutes les phrases, quand il y a de la ponctuation, se terminent par 3 petits points. Voilà, qui me conseille de voir tel film, sachant que voilà, j'ai fait une vidéo donc de 45 minutes sur le western italien, j'en ai choisi 10, mais en vrai, j'en ai parlé, j'ai évoqué un petit peu plus de films que ça, mais vraiment, je me suis limité en fait à, je pense, une quarantaine de films, en disant que de toute façon, c'était largement suffisant si on voulait découvrir le genre, mais pour toutes les personnes en commentaire, c'était oui, t'as oublié de parler de $1 entre les dents, t'as oublié de parler ça, de... c'est la joie des commentaires YouTube de Cinéphile. Django affronte Sartana sur la colline aux $3, enfin, ce genre de truc, et moi je fais dire oui, je sais, mais c'est volontaire en fait, enfin, j'ai pas fait un documentaire, j'ai fait une vidéo de 45 minutes les mecs, hein, donc vraiment calmez-vous quoi. Et même en documentaire, c'est pas forcément exhaustif, hein. Oui, Déjà, premièrement, mais c'est une petite vidéo de 45 minutes sur un genre que je refusais d'aborder parce que je trouvais ça trop gros, trop vaste, trop tout en fait, et le fait de... Et il l'a fait. Et je l'ai fait, ouais, mais c'est pas forcément très original comme angle, juste voilà, c'est les 10 westerns que je préfère, qui ne sont pas des films de Sergio Leone, mais ça m'a permis en fait de traiter ce truc là quoi, voilà. Oh bah évidemment, c'était une très bonne vidéo, de toute façon de toutes les chaînes qui sont le du bis, tu es de loin le meilleur, faut le rappeler. le meilleur du bis. L'original. Le meilleur du bis. La sagesse, la substance. Mylène, de ton côté, ton calendrier, est-ce que tu peux le présenter déjà pour ceux qui ne te suivent pas, et comment ça va? Fatigué, bonjour, bonsoir, je sais plus. Bonjour. Non, mon calendrier, ça fait 4 saisons que chaque année, à partir du 1er octobre, je propose donc un calendrier de l'avant Halloween. Le but, c'est de patienter jusqu'à l'Halloween. Et donc du coup, tous les jours, je propose une vidéo avec en accompagnement une carte blanche d'un ou d'une vidéaste, blogueur, podcasteur, vraiment tous médias confondus. Et du coup, le but, donc les 3 premières années, j'avais fait un thème général. Et donc, j'essayais vraiment de brasser hyper large pour proposer plein de films ou de séries. Et là, cette année, j'ai pas fait de thème. Cette année, il y a un thème par jour qui a été proposé par des gens sur Twitter. Je leur avais demandé de me proposer des thèmes. Donc, j'avais par exemple les chats maléfiques, les rock movies. J'ai eu les femmes tueuses dans les films d'horreur. Les jumpscares, c'est vrai. Avec une carte blanche de jumpscare. D'ailleurs, toute l'équipe de jumpscare est dans le calendrier. Donc, faut les trouver maintenant. C'est vrai. Comme les Pokémon, trouvez-les. C'est ça, les pierres d'infinité. C'est ça. Et donc voilà. Et donc là, j'ai pas encore fini le calendrier. C'est pour ça que je suis complètement éclatée de la vie. Mais du coup, c'est une très chouette expérience. Et puis, c'est très cool de lire les gens tous les jours. Il y a des gens qui viennent tous les jours et qui me disent à demain. Donc, c'est très mime, ça. C'est vrai. Oui, mais ça crée un rendez-vous. Et tu donnes quand même la parole à 31 personnes. C'est ça. Quand même, créateurs de contenu, tout type différents, dont des gens qui sont venus dans le podcast en dehors de nous. Hein, tu vois, je pense à Max, à Verenesti Stories, tout ça. C'est sur ta chaîne YouTube, du coup. Oui. C'est toujours en description, donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Il y a une playlist qui regroupe toutes les vidéos, et parce que j'en profite pour remercier aussi mes cartes blanches, d'ailleurs. Merci. Voilà. Mais de rien. Bah, c'est nous qui te remercions. Ouais, de rien. C'est un plaisir de vomir sur ce tournage pour toi, Mylène. J'ai toujours pas vu les rushs, hein, je suis un peu déçue quand même. Pour l'anecdote, on a fait avec Dario une carte blanche sur le jumpscare, évidemment, qui s'est pas tourné comme on pensait. En fait, Dario faisait une partie 1, moi je faisais une partie 2, où je parlais d'un ou deux films qui font des bons jumpscares selon moi, Lake Mungo, etc. Et en fait, on a mangé un kebab un peu bizarre avant le tournage. Et en arrivant sur le plateau, j'étais en sueur, et Dario peut témoigner que j'ai fait mon introduction déjà en train de suer à grosses gouttes. Et pendant qu'il parlait, qu'il faisait sa partie, j'ai juste give up et je suis parti vomir, évacuer. Voilà. Conseil du coup de tournage de réalisateur kamikaze, ne mangez pas de kebab avant de tourner. Après moi, les rushs le kebab, il m'a pas fait du mal. Hein. C'était juste moi, mec. C'était juste moi. La cible de la journée, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, les rushs existent. Peut-être que si mon PayPal est gonflé à bloc vendredi prochain par les auditeurs, peut-être qu'on pourra discuter un jour d'un deal. Moi, je veux voir ces rushs, c'est important. Voilà. Franchement, je veux les voir. Il n'y a que Dario qui a vu le machin en 4DX. Faites un hashtag là sur Twitter, hashtag jumpscare vomi. Voilà, ça en a suffisamment. Hashtag le vomi de Romain. Si ça monte assez haut, je vous montre les rushs du tournage avec Mathieu. Voilà. Oh non. Oh putain, oui, bêtisier. Ah ouais, non, il y a du lourd. Ce traquenard. Je suis arrivé, je ne connaissais rien des films.
Bon, après, c'était quand même des belles découvertes, on a bien rigolé. Mais voilà, toi, t'as vomi. Moi, quand je suis reparti de Mylène, je me suis explosé la cuisse en vélo. Donc là, ça fait une semaine que j'ai mal. Mais ça, c'est la vieillesse, Mathieu. C'est pas les films que je t'ai fait voir. Je prends des cachets, que je prends des trucs et tout. Donc, ouais, c'est compliqué, là, comme calendrier, là, cette année, je trouve. Tout le monde en fait prend cher dans ce calendrier, c'est un plaisir. Mylène, sache-le. Lily, de ton côté, t'as fini un dossier récemment, il me semble. Oui, alors chaque année pour l'Halloween du blog du cinéma, je sors une sélection de films pour Halloween. Et cette année, j'ai un peu changé la formule. Cette année, ce sera la filmographie commentée d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle, je sais pas si vous le connaissez, Bruce Campbell. Ah, tu m'en dis quelque chose. Voilà. Et je fais pas l'impasse, mais je passe très rapidement sur Evil Dead pour parler d'autres aspects de la carrière de Bruce Campbell. Du coup, par contre, si vous voulez vraiment entendre parler d'Evil Dead, on a décortiqué toute la saga avec Marie Casabonne dans le podcast Graphic Saga. Donc c'est le dernier épisode, c'est dispo sur toutes les plateformes. Merci. Du coup, est-ce que Dario, de ton côté, t'as une actualité ? Non, parce que le podcast Plan-Plan, qui est l'autre podcast que je fais avec un ami de longue date, est en hiatus parce que c'est trop compliqué à gérer, donc j'ai pas grand-chose à faire ni à dire. Mais merci Romain de me poser la question, et toi ? Moi oui, j'ai une actu. Le 1er décembre, j'animerai au Club de l'Étoile avec Pulse Édition une projection du Retour des Morts Vivants en 35 mm pour le lancement de la sortie du livre de Claude Gaillard, Zombie, qui est la suite en fait du bouquin Slasher qui est sorti il y a 1 an ou 2 avec Marie Casabonne, d'ailleurs, on en parlait à l'instant. Voilà, ils ont fait la même chose mais version zombie parce que c'est un genre qui quand même, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà, c'est la Bible qui sort et du coup on a réussi, on voulait lancer un rendez-vous récurrent à Paris au Club de l'Étoile autour de l'horreur. Et donc déjà beaucoup d'horreur, hein. Il y a le festival Cinéma Interdit de Az qui prend place, mais c'est un festival, c'est pas un rendez-vous. Nous on se place là-dessus, ce sera un film par mois normalement et on lance ça avec le Retour des Morts Vivants. On a réussi à choper grâce à Emmanuel Rossi une pellicule 35 mm et ça c'est fou pour le coup de voir le film dans ce format-là. Donc voilà, je serai sur scène avec Guillaume le disait de Pulse. On va présenter ça comme il se doit, avec bande-annonce vintage en 35 mm, dédicace du bouquin, des cadeaux. Voilà. Si vous êtes à Paris au Club de l'Étoile à ce moment-là, le 1er décembre, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aura des stickers jumpscare ? Avec des paillettes, plein de paillettes. Il y aura plein de paillettes. Allez voir Romain. Non plus. Alors, j'ai plus de stickers. Laissez-moi tranquille. Romain, il a plein de stickers sur le moment. Allez le voir, il a même des pins et tout. Il a plein de trucs. C'est faux. Ils sont trop stylés. Franchement, si vous tapez sur votre nez et que vous tournez 3 fois autour de vous-même, il a des mains qui collent, c'est un escroc. Il y en a plein. Même Amélie, elle a un mug. Moi, j'ai pas de mug. Mon dernier sticker, s'il est là. Je l'ai dans la main actuellement. C'est mon dernier. D'accord. Ouais, mais c'est quoi ces 100 stickers que t'as dans la main, Romain? Mais tu mens. Non. J'annonce que l'année prochaine, il y aura une deuxième salve de stickers qui seront peut-être plus nombreux et qui seront à paillettes ou un peu plus fantasy parce que ça a bien marché les stickers Chrome. On a bien vu que vous aimez bien ça, hein, bande de rapaces, bande de rats. Mais voilà, merci à tous. Encore merci à The Jokers, à Julie et à Paul de nous avoir permis de faire cet épisode. On se dit à la semaine prochaine, une semaine un peu importante pour des raisons évidentes. Si vous captez pas, regardez le calendrier, il y a une journée qui paraît assez évidente dans le lot, avec un film surprise. On a, oui, bien sûr, aussi, le prochain Astérix qui sort. Le film de Taylor Swift. Voilà, film surprise. Non, ce ne sera pas le film de Taylor Swift. C'est un film qu'on a déjà bien teasé sur les réseaux. C'est un film d'Halloween culte. C'est un film d'Halloween conspué. C'est un film qu'on va se prendre un malin plaisir à moustache. En effet, plaisir à disséquer. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Vous connaissez la musique. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Salut. Bonne nuit.